Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, chers collègues, ce projet de loi bioéthique n'est pas un texte législatif comme un autre. Nous savons le sujet sensible et nos perceptions bien différentes. Nous savons le texte à la fois attendu et craint. Nous savons que les convictions philosophiques, sociétales, religieuses ou morales de chacun, du législateur comme des citoyens, pèsent dans ce qui est à la fois un débat de société et un questionnement profondément intime. Plus encore que d'habitude, il nous est demandé, chers collègues, de nous engager sur le chemin étroit et difficile qui lie une société en évolution permanente au droit qui la régit. À quel point faut-il que les évolutions scientifiques et les pratiques sociales dictent le droit? À quel point le droit doit-il régir, encadrer ou freiner une société en mouvement? C'est là toutes les questions auxquelles le législateur essaie de répondre depuis une trentaine d'années et sur lesquelles il nous est demandé aujourd'hui de nous prononcer à nouveau. Depuis 1994, les lois bioéthiques et d'éthique se sont succédées à un rythme régulier. Si les premiers textes étaient d'abord et avant tout des lois d'interdiction, celui qui est aujourd'hui soumis à la représentation nationale et dont nous débattons me semble animé par un esprit d'ouverture dont il faut se féliciter. Il prévoit effectivement un certain nombre d'autorisations nouvelles qui peuvent constituer autant de droits nouveaux pour l'ensemble de nos concitoyens. 6 ans après la loi du mariage pour tous de 2013, ce texte prend en compte les évolutions récentes, qu'elles soient médicales, scientifiques, technologiques, mais également sociétales, et pose des réponses, au moins en partie, aux questions qu'elles soulèvent. Il cherche davantage à ouvrir de nouveaux horizons et à encadrer plus qu'à fermer. Parmi ces avancées, il convient de citer tout particulièrement l'extension de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. En supprimant le critère médical d'infertilité pour pouvoir recourir à la PMA, l'article 1er du projet de loi entend répondre à une aspiration sociétale forte. En effet, selon un récent sondage IFOP, 6 Français sur 10 sont favorables à une telle extension. Cela répond également à une détresse, celle des femmes contraintes d'y recourir à l'étranger, en Belgique, en Espagne ou encore au Danemark. Cela mettra tout à la fois un terme à l'hypocrisie d'une situation de tous et permettra de sortir bon nombre d'enfants d'une clandestinité pour leur octroyer les droits qui sont les leurs, les mêmes que tous les autres enfants. D'ailleurs, les travaux et auditions menés par la commission spéciale bioéthique ont permis de mettre en lumière qu'il n'existe aucune étude ni aucun argument objectif permettant d'affirmer que ces enfants seraient moins bien élevés ou auraient moins de chances de réussite ou d'épanouissement que les autres. J'invite ceux qui auraient des inquiétudes sur l'avenir de ces enfants à porter davantage leur attention et leur force dans la lutte contre le déterminisme social qui sclérose malheureusement toujours une société profondément inégalitaire et qui dicte le parcours des individus au-delà de l'orientation sexuelle de leurs parents. En prévoyant que la prise en charge des tentatives de PMA par la sécurité sociale soit identique pour toutes celles et ceux qui y recourent, ce projet de loi vise à éviter et à prévenir toute forme de précarisation et d'inégalité qui pourrait s'opposer à la volonté de chacun de mener un projet parental. Ce refus des inégalités est louable, mesdames les ministres, et nous le partageons sans réserve. C'est pourquoi nous aurions aimé qu'il inspire l'ensemble du texte du gouvernement et non pas seulement certaines de ses dispositions. En effet, en instaurant un nouveau mode d'établissement de la filiation, appelé déclaration anticipée de volonté, exclusivement applicable aux enfants nés d'une PMA, réalisée au sein d'un couple de femmes, l'article 4 du projet de loi venait contredire cet esprit d'ouverture et porter en lui-même les germes d'une double discrimination. D'abord entre les parents eux-mêmes, puisque rien ne justifie que le mode d'établissement de la filiation varie en fonction de leur sexe, et ensuite envers les enfants. En effet, ceux nés d'une PMA exogène par un couple de femmes auraient vu inscrit sur leur acte de naissance la DVA, tandis que leurs alters égaux, pourtant nés d'une PMA par un couple de sexes différents, n'auraient vu aucune inscription sur leur acte de naissance. Cette solution était insoutenable car discriminante. Ce n'est que sur
Au doute exprimé au moment des travaux menés par la commission spéciale chargée d'examiner ce projet de loi que le gouvernement a décidé de revenir sur cette injustice en proposant de réintégrer la filiation des enfants nés d'un couple de femmes au sein du titre 7 du Code civil. Cependant, je suis contrainte de dire que cette solution n'est toujours pas acceptable en l'état, puisqu'un régime dérogatoire demeure pour les couples de femmes. En effet, celles-ci devraient alors établir leur lien de filiation en recourant à une reconnaissance conjointe et anticipée de l'enfant devant notaire. En d'autres termes, là où le projet de loi prévoyait initialement l'instauration d'une déclaration anticipée de volonté, l'amendement gouvernemental prévoit désormais une déclaration commune anticipée de volonté qui ne serait pas moins discriminante. Se pose alors la question de savoir pourquoi, dans un cas comme dans l'autre, le gouvernement souhaiterait instaurer une solution discriminante et stigmatisante à l'encontre des couples de femmes. Cela entre en totale contradiction avec la volonté que leur soit ouvert le droit de recourir à la PMA. Cela est en totale contradiction également avec l'esprit même qui a conduit nos travaux et avec l'évolution d'une société qui aspire à l'égalité. C'est un peu comme si vous demandiez en même temps de créer de nouveaux droits pour des citoyens et en même temps de les stigmatiser pour cela. Quand on donne de nouveaux droits, nous croyons qu'il faut les assumer et les défendre plutôt que de donner des gages à ceux qui les combattent. Cette question se pose d'autant plus qu'une alternative permettant de remédier à de telles discriminations est possible. C'est le sens de 2 amendements déposés par le groupe socialiste et apparentés. Le premier vise à étendre le droit actuel aux couples de femmes mariées afin qu'elles ne doivent faire qu'un consentement au don devant notaire, tel que le prévoit l'article 311-20 du Code civil. Le second entend sécuriser la filiation des enfants nés au sein d'un couple de femmes. Pour ce faire, il étend aux couples de femmes le régime juridique actuellement applicable aux couples composés d'un homme et d'une femme, prévu à l'article 311-20 du Code civil. Excusez-moi. Ainsi, les 2 femmes pourront ensemble signer devant notaire un consentement a posteriori au don, sous réserve de production de preuves qui révèlent le lien de filiation entre l'enfant et sa deuxième mère. Cela sécurisera également la filiation des enfants qui n'ont pu être adoptés par leur seconde mère, soit qu'ils se soient séparés avant la loi de 2013 ou avant que l'adoption ne soit prononcée. Cela sécurise donc parfaitement la situation des parents, mais également de l'enfant, car actuellement, ces familles n'ont aucun droit, aucun moyen de faire reconnaître leur filiation. Cette alternative est également cohérente, car l'article 311-20 du Code civil garantit l'établissement de la filiation à l'égard de ceux qui ont consenti à l'assistance, mais n'empêche pas de contester cette filiation lorsque le consentement a été privé d'effet ou lorsque l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à procréation. Je suis désolée, mais pas de problème, madame. La voix ne porte plus. Aucun souci. Ainsi, vous le voyez, une solution existe afin de sécuriser cet établissement de filiation pour les couples de femmes ayant recours à l'assistance médicale à procréation, tout en éliminant toute forme de discrimination et sans bouleverser le droit existant et la situation juridique des couples hétérosexuels. Pour ce qu'il n'y a ici aucune fatalité et que la solution dépend du législateur, il serait donc dommageable que l'avancée que représente l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires aboutisse in fine à une situation injuste et stigmatisante pour celles-ci. Par ailleurs, si le projet de loi se veut être véritablement un texte d'ouverture, il se doit de répondre à toutes les situations. N'ayons pas de tabou et proposons des réponses aux situations que nous rencontrons tous. Ainsi, la PMA post-mortem doit être abordée. Ne pas l'autoriser, alors qu'un projet parental était engagé, reviendrait là encore à créer une injustice. En effet, si une femme seule
peut recourir à la PMA grâce aux gamètes d'un tiers donneur, qu'est-ce qui justifierait qu'une femme dont le défunt mari a autorisé l'utilisation de ses gamètes ne puisse poursuivre ce projet parental? Fermer les yeux sur ce sujet serait à la fois injuste, traumatisant et absurde. Que devrons-nous répondre, je vous le demande, chers collègues, à une femme endeuillée, enjointe de donner ou détruire les embryons conçus avec son compagnon et invitée à poursuivre son parcours avec un tiers donneur? Des conditions doivent cependant et naturellement être posées. Celle du consentement express, tout d'abord, afin de garantir que l'insémination post-mortem ait été clairement souhaitée et exprimée devant notaire par les 2 membres du couple. Les conditions de délai doivent être également réfléchies. Le délai pendant lequel il serait possible pour la veuve de décider si elle souhaite aller au terme de la PMA entamée avec son compagnon décédé ou donner les embryons à un couple ayant besoin d'un double don ou bien les détruire. Ce délai pourrait très bien être de 2 ans comme le prévoit la législation belge. Cela semble être suffisant sans être excessif afin que la veuve ait le temps de faire son deuil avant de déterminer son souhait. Nous convenons qu'il pourrait également être possible de renvoyer l'établissement de ce délai au décret. C'est pourquoi le groupe socialiste et apparentés a déposé 2 amendements en ce sens, afin que ces 2 solutions puissent être discutées. Enfin, pour conclure, je voudrais souligner également une faiblesse d'un texte qui ne se saisit pas de toutes les potentialités et évolutions qu'offre la science, et notamment la question des diagnostics préimplantatoires, les DPI. Aujourd'hui, il est en effet possible de déterminer via une analyse chromosomique si les embryons sont viables ou s'il existe un risque de fausse couche. Or, le projet de loi permet de procéder à de tels examens seulement pour les familles où une maladie génétique grave, bien identifiée, est déjà présente. Pourtant, y recourir de manière plus large permettrait de réduire drastiquement le nombre d'interruptions médicales de grossesse, les fausses couches ou encore le taux de grossesse gémellaire, tout en améliorant les taux de réussite de fécondation in vitro qui se révèlent être très faibles en France. Le groupe socialiste et apparentés a donc introduit 2 amendements permettant que de tels examens soient pratiqués. Ils s'inscrivent d'ailleurs pleinement dans la philosophie de ce texte, tout en restant dans les limites déterminées par les considérations éthiques de notre temps. Ma collègue Paul Langevin vient d'évoquer largement la levée de l'anonymat des donneurs, qui est également très attendue par les personnes nées de dons pour leur équilibre. Je n'y reviendrai donc pas. Ainsi, si la philosophie poursuivie par ce texte est louable, il convient, pour qu'il s'agisse véritablement et pleinement d'une loi d'ouverture, d'oser se saisir davantage des potentialités qu'offrent la science, la médecine ou encore les évolutions technologiques, et qui respecte nos principes éthiques les plus précieux auxquels nous tenons tous. Pour ce faire, il est également nécessaire de gommer les contradictions qu'il porte en lui-même, s'agissant tout particulièrement de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Vous l'aurez compris, la position du groupe socialiste sera ouverte et constructive sur ce texte pour qu'il soit un véritable texte de progrès sociaux. Nous le voterons donc. Ouvrir de nouveaux droits est une fierté, assumons-le jusqu'au bout.